Pourquoi cette couleur ? Pourquoi cette matière ? Pourquoi cette forme ? Bienvenue sur Studio Visite, le podcast d'art contemporain à destination des amateurs, collectionneurs et curieux de ce monde. C'est la première fois où je me retrouve incapable de prendre des photos. Chaque épisode, je rencontre un artiste pour décrypter et comprendre son art, sa démarche et son engagement. Un univers à parcourir ensemble pour atteindre l'essence même de leur créativité. Déjà, c'est dur pour moi de dire je suis artiste peintre. Que veut dire l'artiste ? Je suis Lorraine, amatrice de curiosité et passionnée d'art. Je vous emmène avec moi visiter les studios de mes invités et découvrir ces personnalités sensibles en prise d'une mission, celle de traduire notre monde et de nous transmettre leur compréhension de celui-ci. Est-ce que, comme moi, vous vous posez ces questions parfois ? C'est rare que je dise que mes toiles sont terminées. Studio Visite est un lieu d'expression et de partage pour vous faire découvrir l'art contemporain et vous ouvrir les portes de ce milieu passionnant, mais parfois déroutant. Allez, c'est parti pour Studio Visite. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Studio Visite. Aujourd'hui, je pars à la rencontre de l'artiste plasticienne Caroline Dervaux. Accompagnée de mes micros, je dévale les escaliers d'un charmant immeuble de Saint-Ouen au pied des célèbres puces où chineurs et collectionneurs font de bonnes affaires. Nous sommes en fin de matinée, règne encore une odeur de café et de pain grillé dans l'atmosphère. Je sonne dans la hâte de rencontrer cet artiste de talent. Caroline m'ouvre la porte, tout sourire, coiffée d'un élégant carré blond et d'une combinaison rouge de travail faisant ressortir son regard de saphir. Arrivée dans son appartement, je suis directement plongée dans son univers. Décoré avec goût et raffinement, le salon est baigné de lumière, agrémenté de meubles chinés où trône l'un des triptyques réalisés par l'artiste. Caroline peint des toiles abstraites aux couleurs pop et chaleureuses. Elle travaille autour de motifs géométriques, intégrant parfois quelques silhouettes et s'amusant de contours mystérieux. 20 par 20, fresques de plusieurs mètres, Caroline jongle entre panorama et petit format. Avec Caroline, nous avons discuté de son parcours, de l'évidence pour elle de créer et de ses méthodes de travail. Courez vite découvrir ses œuvres, mais en attendant, montez le son, profitez de ce délicieux moment, passez en compagnie de l'artiste Caroline Dervaux. Bonjour Caroline. Bonjour Lorraine. Merci beaucoup de m'accueillir dans ton appartement qui est magnifique, on en parlait un peu avant et c'est splendide. Merci. C'est bien empreint de ton univers quand même, on te reconnaît. Pour les personnes qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter en quelques mots ? Donc moi je m'appelle Caroline Dervaux, je suis une artiste peintre de 31 ans. Mon art, on le qualifierait d'art abstrait, voilà, très coloré. Je fais aussi bien de la toile, de la peinture sur toile. Également, je fais des très très gros formats, donc des fresques de plusieurs dizaines de mètres de long. Parfois, je fais ces fresques au sein de projets collaboratifs scénographiques. Et donc voilà, je fais pas mal de choses différentes et Trop cool. C'est vrai que j'ai vu les fresques, c'est assez impressionnant, on aura l'occasion d'en reparler. Mais parce que ça doit quand même être deux modes de travail quand même assez différents vu que le format et même le support doit être assez différent. Donc tu auras l'occasion de me redire un peu tout ça. Je sais que tu as un parcours donc tu as fait des études artistiques, mais est-ce que tu pourrais un petit peu me le détailler qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu es artiste? En fait, ça a été un chemin assez plus long que d'autres personnes qui auraient commencé tout de suite par des études d'art. Okay. Moi, en fait, j'avais étudié des choses différentes avant, même 2 autres masters qui avaient absolument rien à voir. Ok, c'était quoi? C'était un master en communication. Okay. Et qui m'a permis de savoir que que je ne voulais pas faire ce métier-là, donc c'était déjà quelque chose d'assez cool. Ouais. Et ensuite j'ai fait un master qui est un master de sciences, mais qui traitait plus de l'écoféminisme, des inégalités en fait entre les hommes et les femmes, et également au niveau vraiment environnemental, écologique. Okay. Qui était un petit peu ma petite revanche sur le premier master, qui était plus sur une touche capitaliste. Et donc en fait, moi c'était vraiment à 22 ans que j'ai réalisé que en fait j'arrivais pas à être entière, à savoir qu'est-ce qui manquait à ma vie, comme si au final j'étais très timide en fait de m'assumer pleinement artiste. Et c'est en partant à l'étranger, en rencontrant beaucoup d'artistes que c'était possible en fait déjà, que ça me correspondait.
et que également j'avais du potentiel. Et en fait, j'avais commencé à faire quelques toiles donc en 2012 sur des boîtes de pizza que je voulais pas voir partir tristement à la poubelle, et je voulais leur donner une seconde vie. Et je les ai exposées, c'était ma première expo, et en fait je pensais qu'on allait jeter des tomates et en fait on m'a dit que c'était vachement bien, et donc ça m'a donné un peu plus confiance en moi pour construire mon portfolio et postuler pour l'école de mes rêves qui était donc Chelsea, qui fait partie des Beaux-Arts à Londres, à University of the Arts, et qui est une très très bonne école surtout pour le fine art. Et donc voilà, j'ai postulé, et puis mon portfolio, c'était moi qui présentais mes œuvres dans la nature. Enfin, il y avait vraiment tout un côté performance que je comprenais pas très bien d'ailleurs à l'époque. Et ils ont adoré en fait mon profil atypique. Et donc voilà, j'ai fait donc cette école-là. Et voilà. Et parce que ça n'a pas été au final facile de t'assumer, dans le sens où par exemple tu viens pas d'un milieu où il y a beaucoup d'artistes ou des choses comme ça, ou ouais, tout à fait. Ouais, j'ai une famille qui est pas hermétique à l'art, qui est très très musique. C'est une famille de journalistes et d'auto-entrepreneurs mais qui est plus ancrée dans la musique. D'accord. Et pas forcément dans les arts visuels. Donc c'est vrai que moi je prenais des cours de peinture à 10 ans, je dessinais beaucoup. Ah, quand même. Donc t'as eu un peu cette fibre quand même. Ouais. Puis j'ai toujours aimé d'autres formes artistiques comme la danse ou voilà, faire mon petit show, la chanson aussi. Enfin, j'ai toujours adoré m'exprimer de manière créative. Mais c'est vrai que je pense que j'ai eu besoin de partir à l'étranger d'être comme une page blanche en fait, parce que c'est vrai que quand on veut évoluer au sein de sa famille ou de ses amis depuis toujours, les gens nous voient d'une certaine manière, et c'est un effort supplémentaire en fait pour eux de s'adapter à ce qu'on est vraiment, surtout quand on passe d'enfant, adolescent à jeune adulte et adulte. Et je pense que les voyages m'ont totalement permis en fait de pas de me réinventer, mais d'être qui j'étais réellement. Et donc c'est vrai que à l'âge de 22 ans, j'ai un peu changé de vie, comme s'il y avait la vie de non-création et la vie de création. Mais c'était un accomplissement, et puis je regrette pas du tout tout ce que j'ai fait avant, puisque ça m'a permis de voyager, de rencontrer plein de gens sur mon chemin, de créer ma propre histoire, et puis d'ancrer aussi certains combats, certaines choses. Après 22 ans, en plus, ça reste quand même jeune, globalement. Je pense qu'il y a une pression quand même au départ, on sort du bac, faut trouver sa vocation, etc. Ouais. Et puis ça reste assez jeune. Et puis je trouve que on est des générations où on nous encourageait à aller vers la sécurité. On nous posait pas vraiment la question de qu'est-ce que tu aimes faire, mais plutôt voilà, là où il y a des débouchés, t'écris bien, tu seras littéraire, t'es bon en maths, tu seras ingénieur. Et je pense que du coup il y a un peu ces injonctions là dans lesquelles où parfois aussi on se dirige parce que c'est on nous y encourage, et puis nous ça nous rassure, on se dit ok, on va pas galérer dans la vie. Et en fait, je pense que c'est un peu tout ça qui fait que parfois ça met plus de temps. Mais bon, 22 ans, c'est quand même assez... Oui, c'est totalement ça. Je pense qu'on est guidé par des choses qui sont censées rassurer, alors que maintenant, en plus, les métiers vers lesquels on va guider en premier lieu, c'est un métier qui est en crise totale, et les gens sont pas très heureux, j'ai l'impression, en faisant ce métier-là. Après, oui, moi, c'était t'aimes bien raconter des histoires, t'aimes bien, t'as pas peur de parler en public, t'as plein d'idées, donc voilà. Mais je regrette pas du tout. C'est vrai que longtemps j'aurais aimé accéder à ce bonheur de la création plus tôt, comme je le vois autour de moi, des gens qui sont dans la création à partir de 15 ans, et puis voilà, après ça continue de manière fluide. Je trouve ça assez intéressant au final d'avoir en tout cas choisi vraiment de prendre possession en fait des rênes, et de rediriger sa vie à un aussi jeune âge, parce qu'au final c'est vrai que 22 ans ça reste extrêmement jeune. C'est ça, moi j'étais un bébé avant 22 ans. Et parce qu'au final après, quand j'ai fait mes études d'art, j'étais un petit peu déçue quand même, parce que on était beaucoup dans la promo, c'est comme c'est une grande école, ils prennent beaucoup d'étudiants, et puis parfois même des étudiants qui parlent pas très bien anglais, parce que ça rapporte plus de sous que les étudiants anglais ou européens. Et c'était génial parce que j'ai rencontré plein de gens, mais j'avais pas forcément beaucoup d'attention, mais l'attention dont j'avais besoin, l'attention qui m'avait manqué toute ma vie peut-être à ce niveau-là.
Et donc ça m'a permis encore plus de m'endurcir et d'essayer de vaincre ce syndrome de l'imposteur qu'on a tous beaucoup. Ouais. Mais dans l'art, je pense que c'est parfois un peu compliqué. Après, moi, j'ai toujours essayé de pas être trop cérébrale et d'être vraiment dans la spontanéité et de croire en moi et de croire en ce que je fais. Et je pense que ça m'a permis de garder une patte assez identifiable et qui essaye pas du tout de faire autre chose, quoi. Mais je pense que ça demande une prise de maturité. Tu vois, le fait de pouvoir s'affirmer et de suivre sa voie, etc. Je pense que c'est dur, en fait, de le faire hyper jeune. Tu vois, ou alors t'es souvent plus aussi quand même un peu influencé par ton entourage, qui est très aussi bénéfique, c'est très bien. Mais je pense que c'est difficile de s'affirmer avant un certain âge aussi. On se cherche un peu. Ouais. Ça. Moi, j'ai l'impression que l'art, il est vraiment venu à moi. Dans un sens, pas comme si c'était une espèce de messager cosmique. Mais en fait, c'est comme si j'avais eu plein de des petits grains que je ramassais petit à petit, qui m'ont mené en fait à ce que je fais maintenant. En fait, j'ai commencé à collecter beaucoup de photos, beaucoup de choses, beaucoup de matériel avant même de faire mes premiers, grands premiers dessins ou vraies premières peintures. Et je prenais beaucoup de photos, beaucoup de matériel comme ça. Et en fait, il y a un moment où je les ai un peu assemblées et elles étaient toutes totalement cohérentes. C'était que des artistes qui faisaient partie d'un même mouvement ou d'une même période, un art bien distinct. C'était quoi, du coup, tu peux nous dire? Il y avait beaucoup de Memphis Design, donc un mouvement qui est né à Milan au début des années 80. Donc c'était beaucoup de design aussi, c'était beaucoup d'objets très très colorés, très playful. Il y avait pas mal d'artistes contemporains qui reprenaient par exemple des anciens tableaux. Là, j'ai en tête un tableau de Michael Greg Martin que j'ai eu le plaisir de rencontrer à Londres, dont je suis très très fan, qui est un artiste qui fait vraiment, en fait, lui, il fait des collages, des collages. Il met du scotch, en fait, il fait un dessin sur une peinture. Il met du scotch partout sauf sur une section, il peint et après il recommence ce processus. D'accord. Ce qui fait que quand on voit de loin son tableau, on a l'impression que c'est que des gros aplats et quand on s'approche, on voit toutes les couches et c'est fantastique. Et en fait, j'avais vu une œuvre qu'il avait repris de Georges Seurat qui s'appelle Une baignade Agnières, qui est assez connue. Oui. Et il l'a mis avec son style sa sauce. Sa sauce très graphique, enfin tout ce que j'aime, des gros aplats de peinture, less is more et je me souviens, enfin en fait et j'avais revu plusieurs de ses œuvres et après j'avais compris que c'était lui. Et donc c'était plein de petits indices en fait de regarde par-ci, regarde par-là, intéresse-toi à cet artiste et en fait ils sont tous cohérents et ils font tous partie de mon patrimoine artistique, de ta construction. Justement, est-ce que tu te souviens s'il y a eu un moment où t'as vu quelque chose, ça a été dans une expo ou autre et tu t'es dit ok, c'est vraiment ça que je veux faire, ou est-ce qu'il y a un peu le jour 1 de ta vie d'artiste, même si tu t'es pas mis à dessiner forcément 5 secondes après, mais... je pense vraiment quand je suis partie quand je suis arrivée à Londres. Ouais. Je me souviens d'une expo qui m'a vraiment qui m'a éblouie parce que c'était une expo sur vraiment les sensations. Et c'était une expo à la Hayward Gallery de Pipi Lotériste, qui est une artiste suisse qui fait des installations visuelles, sonores, qui a commencé dans les années 80, mais donc elle a fait beaucoup de vidéos dans les années 90. Et c'est des couleurs, très ambiantes. Enfin, je sais pas si ça veut dire quelque chose. Et son expo s'appelait Eyeball Massage. Donc j'adore déjà ce titre parce que tout de suite on sent, on le ressent dans son corps. Et cette expo m'avait vraiment m'avait perturbée parce que je l'avais ressenti dans chaque partie de moi-même. C'était aussi bien sonore, puis c'était resté dans ma tête. Et je pense que à ce moment-là, je m'étais dit ce sentiment que j'ai, je voudrais peut-être le donner aux gens. Et j'aimerais bien qu'on en vienne un peu à parler de ton travail pour que ça donne une idée aux personnes qui nous écoutent, parce que là, je pense qu'ils sont un peu curieux de savoir. Déjà, je veux absolument parler des couleurs, parce que je pense qu'on peut pas parler de ce que tu fais sans parler des couleurs. Peut-être que tu nous expliques
comment tu fais tes choix, est-ce qu'il y a des accords que tu te permets, que tu te permets pas, tu vois, parce que on voit quand même qu'il y a une forme de cohérence et j'ai un peu envie de craquer le concept, tu vois. Et donc voilà, qu'on parte un peu de ça. Et juste pour les personnes qui voient pas encore ton travail, mais t'as plein de supports Instagram, etc., qui les permettront d'aller voir. Donc voilà, tu joues aussi beaucoup de la géométrie. Mm-hmm. Donc voilà, j'imagine peut-être aussi qu'il y a un lien. Donc voilà, je veux bien un peu que tu m'expliques tout ça pour qu'on en sache un peu plus. Les couleurs en soi, j'y pense pas forcément beaucoup. D'accord. Je pense, je suis très très spontanée, okay. Très très instinctive. Ok. Je teste pas du tout les couleurs avant. En fait, j'essaie d'avoir une balance parfaite, c'est impossible, mais d'avoir une balance qui se rapproche le plus possible de la perfection entre des couleurs, je sais pas, plus sur les tons chauds, les tons froids. Ok. Mais généralement, mes palettes, elles sont dans ma tête avant même que je commence une peinture, mais c'est pas du tout réfléchi. Okay. Je pense que j'ai une espèce de facilité à accorder les couleurs. Et, ok. Après, c'est quoi comme peinture? De l'acrylique. Ok. Ça m'arrive de faire de la bombe. Ouais. J'ai jamais essayé l'huile, mais en fait, oui. Je pense que ça n'a pas trop d'intérêt pour faire des gros aplats de peinture. Puisque en fait, moi, je travaille assez vite, il faut que ça sèche. Pour ce que je fais, l'huile n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc, ouais, moi, l'acrylique surtout, et puis de la bombe parfois quand c'est à l'extérieur ou c'est sur support en métal. Ok. Et j'imagine que tu mélanges quand même. Ouais. En fait, je mélange. Il y a pas trop de règles. Okay. Moi, j'aime bien. En fait, j'adore utiliser de la peinture murale, même pour des toiles que je fais faire sur mesure. D'accord. Comme ça, j'ai ma palette et je fais des séries. Et puis, en fait, c'est toujours les mêmes couleurs. Parfois, je fais mes mélanges. Parfois, je prends des petits pots d'acrylique. Mais c'est vrai que c'est pas du tout la peinture que j'aime utiliser. Les peintures type vraiment peinture toile acrylique. Oui, c'est pour ça que je faisais. Je suis très très peinture murale. J'adore la liquidité. Parce que dire peinture courant. murale, c'est ce qu'on pour mettre sur nos murs. Ouais. Moi, je vais voir mes copains de peinture de Paris. Okay. Ils connaissent bien. Et je fais, en fait, il y a un choix entre 36 000 couleurs et donc ça me permet d'avoir exactement une couleur. Parce que parfois, quand tu mélanges les couleurs, si tu rajoutes pas de pigments, tu perds en éclat. Oui. Ok. Donc ça, je l'ai aussi appris. Avant de faire des études d'art, j'ai appris vraiment toute seule à mélanger les couleurs, tout ça. Mais c'est vrai que je préfère, en règle générale, créer mes couleurs, d'avoir 1 litre. Puis quand je termine le litre, je passe à une autre couleur et c'est une autre histoire qui s'annonce. Okay. J'ai un peu peur souvent quand je mélange mes couleurs qu'il me reste juste un petit centimètre et là de ne plus avoir. En fait, ça me rajoute un stress immense. Ok. Voilà. Ok. Et donc du coup souvent, c'est quand même. Le dessin, si on peut l'appeler comme ça, tu peux me dire si je choisis pas les bons termes. C'est des formes qui sont géométriques, mais ouais. Pas toujours. Il y a d'autres types de formes. Tu mets un peu d'autres éléments un petit peu figuratifs, mais le dessin est quand même assez minimaliste. Mm-hmm. Donc par quoi tu commences? C'est-à-dire, tu dessines d'abord, après tu mets les couleurs, à l'inverse. Voilà. Est-ce que tu peux me dire alors, j'ai plusieurs processus. Ok. Ça m'intéresse. Le principal, c'est vraiment de pas du tout faire de sketch au préalable et d'y aller, de foncer, En fait, quand sur ta toile directe, tu commences, tu la prépares, je sais pas, une sous-couche, il y a un truc que tu fais. J'achète des toiles préparées. Pour vraiment, en fait, ce que j'adore dans mon métier, c'est avoir une toile blanche. Okay. Et puis là, tout est possible. Ok. Des toiles de coton. Toile de lin. Ok. Toile de lin. Et donc ça, c'est vraiment ce que je préfère faire, c'est pas de l'impro puisque en fait, parfois j'ai une idée très très claire en tête, un sentiment, une émotion. Un toucher, il y a quelque chose de très très concret, tout en étant plutôt abstrait. Parfois non. Et ce qui est important, c'est vraiment en fait que je me fasse confiance, que je sois dans l'instant présent, dans le moment, et que je dessine. Okay. Donc ça, c'est un moment de grande excitation. Le début d'une toile, c'est généralement quelque chose que je fais le matin quand j'ai des idées bien au clair. Et puis ensuite, naturellement, je sais à peu près combien de couleurs je vais utiliser. Et généralement, je commence par la plus sombre et puis après, c'est vrai qu'il y a le dessin où il y a beaucoup d'adrénaline
Et la peinture ensuite, c'est plus quelque chose de mécanique, de relaxant. De relaxant, voilà, où je me pose. Il y a moins d'enjeux. Il y a très très peu d'erreurs. Je retouche jamais une couleur. Généralement, je me fais vraiment confiance. Et puis quand il y en a une qui est terminée, c'est terminé. On n'y retouche plus et on continue sur une autre. Ok, donc tu dessines au départ au crayon ou au crayon, ouais. Mais donc ça, c'est dans le cadre de figure, si vraiment je fais quelque chose de spontané. Donc là, par exemple, on est en face du triptyque qui s'appelle Cocoon Cycle. Là, pour le coup, c'est la première fois où j'ai vraiment eu un processus beaucoup plus lent en fait de préparation. Où en fait, donc c'est 3 portraits abstraits de femmes inspirantes. C'est une série vraiment sur la femme. Où j'avais besoin de me plonger dans des portraits inspirants et des portraits qui me rassurent. Et donc, en fait, pour chaque femme, il y a eu un shoot. Ensuite, j'ai fait une illustration digitale en reprenant les éléments figuratifs du portrait que j'ai ensuite encore retransformé en traçant sur la toile. Donc, c'est pour ça qu'on peut voir, il y a des éléments où ça ressemble un peu à une jambe ou à un pied ou à une main. Une plante et donc c'était la première fois où vraiment je m'aventurais vers quelque chose de plus figuratif et tout en donnant un peu de la perspective. Donc là pour le coup il y avait vraiment un énorme travail de préparation. Ça c'est une série que j'ai envie de continuer chaque année au mois de février. Donc là je m'apprête à commencer la première peinture lundi. Super. Lundi 1er février. Et donc voilà, c'est des séries vraiment de portraits abstraits Ouais, donc tu as 2 manières un peu de travailler en fonction aussi de la thématique ou de ce que tu veux. OK. Et j'aimerais bien aussi parce qu'au départ tu me disais voilà, tu fais des formats sur tes toiles, il y a quand même des petits, pas des très grands formats, puis des choses un peu plus grandes. Là, je sais pas, le triptyque qu'on a devant nous, tu peux me dire un peu les dimensions? Ouais, c'est 120 par 80. Voilà. Après, je fais parfois 1m5 sur 1m5. Pour le coup, en toile, je teste un petit peu tous les formats. C'est vrai que là, en ce moment, je préfère des formats qui sont un peu plus grands, quoique je viens de terminer une série de 60 par 80. Ouais. En fait, je continue d'expérimenter. J'ai pas un format type. Ouais. Et mais c'est ce qu'on disait au départ, tu as travaillé aussi sur des fresques et tout. Est-ce que tu pourrais parler parce que là j'imagine que la préparation ou le boulot il est quand même un peu différent. Ouais. Donc je veux bien que tu me parles d'un projet par exemple un peu caractéristique, tu vois, que tu as fait et que tu nous expliques un peu comment tu travailles sur ça. Je pourrais parler de mon dernier projet de fresque qui était une fresque de 50 mètres de long et une autre de 10 mètres de long. Je crois que c'était ma plus longue fresque toute seule, puisque cet été j'avais fait une fresque en collaboration avec Bouddha et Polka de 1200 mètres carrés, donc c'était 3 façades d'immeubles. Ouais. Où là c'était 2 semaines de peinture en continu avec des gros biscottos à la fin. Mais pour le projet, donc c'était une résidence que j'ai réalisée dans la ville de Terny, qui est la ville jumelée de Saint-Ouen où je suis résidente. Et donc je suis partie dans la ville. Donc j'avais un peu un sketch de départ puisque quand on travaille aussi avec le public, on peut un peu moins se permettre de freestyler. Oui. Puisque c'est vrai que parfois ça m'arrive de travailler avec le privé et puis je fournis un mood, une palette de couleurs et généralement on me fait confiance, donc j'ai quand même cette chance là parce que j'ai une vraie, je pense que j'ai une patte qui est assez reconnaissable, donc on sait un peu à quoi s'attendre et parfois j'ai cette liberté là. Et donc là c'est vrai que c'était un exercice particulier puisque j'ai vraiment essayé de suivre un sketch que j'avais fait donc digitalement au préalable. Et quand je suis arrivée dans la ville, j'ai discuté aussi avec les commerçants, les riverains. J'ai essayé de savoir ce que c'était en fait l'identité de la ville et de vraiment m'en inspirer, de leur poser des questions même sur les couleurs qui les chatouillaient, qui chatouillaient leur âme. Et donc après, j'ai réalisé un sketch que j'ai suivi vraiment à la lettre. Okay. Donc c'était un peu excitant aussi dans un sens de gérer ses proportions. Moi, je suis quelqu'un qui ne travaille pas du tout avec un projecteur, contrairement à d'autres artistes, parce que moi j'aime bien aussi les calculs en fait de géométrie, d'avoir un petit peu d'adrénaline en fait, de savoir que le dessin peut légèrement être modifié, légèrement changé, de pouvoir aussi faire des erreurs. Je pense que quand on est artiste, les erreurs c'est la meilleure école. Et c'est pour ça que il y a un artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Grayson Perry, qui est un potier anglais. Il fait aussi de la tapisserie et j'avais jamais entendu une interview formidable de lui où en fait il disait qu'il pouvait avoir une production plutôt minime chaque année
parce qu'il a beaucoup de succès, donc beaucoup de commandes, parce qu'il ne prend pas d'assistants. Et s'il prenait des assistants, en fait, ces assistants auraient le privilège d'avoir toutes ces erreurs. Et en fait, c'est en faisant des erreurs qu'on a des nouvelles idées, des choses qu'on ferait différemment. Et donc c'est pour ça que moi j'aime bien ne pas projeter et travailler mes proportions. Mais donc voilà, il y avait quand même encore un travail un petit peu préalable avant de réaliser cette fresque. Et après, c'est vrai que c'est pas forcément si différent que ça qu'une toile. En fait, généralement, je dessine et puis ensuite je peins à l'intérieur. Donc, ce qui est pratique pour les fresques, c'est qu'on peut m'aider aussi. C'est pas très compliqué. On met du ruban de masquage et puis on a un rouleau et bim. Donc ça, c'est chouette aussi pour parfois être entouré de personnes et partager le bonheur de peindre un mur, la physicalité de peindre un mur. On s'en a mal aux mains, on a mal aux bras, on se sent vivant. On est là en face d'une couleur à 2 cm et qui nous éclate dans le regard et ça, c'est génial. Ça, j'adore. Et puis ça doit être intéressant d'avoir cette vue un peu de zoom et puis après quand tu recules, le rendu il est vachement différent. Ouais, totalement. Et t'as eu un peu des retours des riverains et tout. Ouais. Bah c'était parce que c'est vrai que là c'est une période un peu compliquée pour tout le monde et l'Italie j'ai l'impression est un pays qu'on a quand même plus souffert puisqu'ils ont eu au début un confinement de 3 mois et pas 2. Et donc moi quand j'y suis allée fin octobre, ils commençaient déjà à avoir des couvre-feux tout ça. Des couvre-feux très très durs, beaucoup plus tôt que nous en France. Et donc c'est vrai que je me souviens d'une remarque d'une dame d'un certain âge qui s'est arrêtée, grâce à ma traductrice italienne puisqu'elle ne parlait pas anglais, m'a dit en fait que ces couleurs-là lui arrivaient tout de suite dans l'âme et lui réchauffaient le corps et que ça lui faisait tellement du bien en fait de voir des couleurs aussi positives. Et l'objet de cette fresque, c'était vraiment de redonner en fait une espèce de porte d'échappement en fait vers le voyage puisqu'on peut plus voyager, on est enfermé chez soi, on a peur des autres, il y a un vrai repli et l'idée c'était vraiment de leur permettre en fait de pouvoir s'échapper. Il y avait également tout un aspect d'embellissement de la ville qui m'est très très cher, qui est même un peu plus politique je trouve, où qui participe vraiment à embellir les rues, à les rendre plus safe, à donner ce sentiment de fierté au sein de la ville où on est fier de ce qu'on voit, il y a de l'art dans les rues. En fait, c'est pas que réservé aux institutions privées, aux collections privées. Vraiment, on marche dans la rue et là, il y a une fresque. On n'a pas envie de salir en fait cette rue puisqu'il y a une fresque. Donc mettre aussi de la valeur à chaque coin de rue, ça. Et justement, j'ai l'impression que c'est important pour toi que quand on regarde ton travail, on ressente quelque chose. Est-ce que, en fonction, qu'est-ce que tu as envie qu'on ressente quand on regarde ton travail ? Bah, déjà des choses, ça me rend très très heureuse. Après, c'est vrai que parfois, je vais faire une œuvre et j'ai un sentiment bien précis. Ça m'est arrivé même de faire des œuvres qui sont très dures, en fait, qui parlent de choses difficiles et que le spectateur le ressente pas forcément et ressente d'autres choses. Moi, c'est vrai que je me conforte beaucoup dans l'art abstrait parce que ça me permet aussi de garder une certaine timidité, de pas forcément tout dire et de pas non plus forcer les gens à recevoir un message. Et c'est ça que j'apprécie vraiment dans l'art abstrait. C'est les multiples possibilités et les interprétations infinies. Donc c'est vrai que généralement les gens quand ils regardent mes peintures, ils essayent de décrypter et de savoir ce que ça veut dire et d'essayer de grappiller le moins de détails figuratifs. Ah mais en fait c'est ça. Et moi généralement je donne pas trop de réponses. Là par exemple le triptyque de portraits abstraits, les gens ont, c'est vrai que le public a vraiment adoré parce que on arrive un peu à comprendre en fait de quoi ça traite et donc je donne des petits indices tout ça. Mais c'est vrai que parfois je fais des œuvres qui sont beaucoup plus abstraites et qui parlent plus d'une émotion et c'est vrai que les émotions c'est quand même compliqué parce que chaque émotion on est censé en avoir je crois 6 et 27 sous-émotions qui sont cataloguées comme ça. Comme la peur, la joie, l'anxiété, voilà. Et en plus, chaque émotion, elle est propre à son histoire. Par exemple, si je te dis le mot amour, toi, tu vas penser à l'amour que tu as reçu de tes parents, l'amour que tu as eu avec des personnes, et cette histoire-là, elle est propre à toi. Et on partage pas tous cette notion-là. C'est une notion qui est tellement bizarre. Donc, j'aime bien jouer aussi avec l'émotion qui va naître chez chacun et qui est toujours différente.
Oui, mais c'est vrai qu'il y a un aspect subjectif. De toute façon, quand on part dans l'abstrait, on laisse une part d'imaginaire à la personne qui regarde l'œuvre. Ça, c'est sûr que ça, c'est clair. Et t'as cité pas mal d'artistes au cours de notre discussion. Je sens quand même que tu te nourris de plein de choses, pas forcément des choses qui ressemblent exactement à ce que tu fais, mais voilà. Est-ce que tu peux me parler de la manière que t'as de te nourrir? Je me nourris d'énormément de choses. Je marche beaucoup dans les rues. Je pense que j'ai une énorme part d'influence de la ville ou de la campagne d'ailleurs, de la géométrie environnante. Après, je suis extrêmement cinéphile. Je lis beaucoup et puis je lis de la BD aussi. J'écoute de la musique toute la journée. Voilà, je pense que j'ai des sources de stimulation extérieures qui viennent un peu de partout. Okay. Je m'inspire beaucoup de mes rêves et mes cauchemars aussi, parce que je suis quelqu'un qui rêve beaucoup et qui a des rêves assez turbulents. Voilà, je sais pas, en fait, je sais même pas par quoi répondre, parce que c'est pour moi tout n'est qu'inspiration. Okay, et je pourrais, enfin, une discussion peut m'inspirer, un sentiment, une émotion. Un building, une boîte à pizza, ouais. Même la nourriture. Quand j'étais partie au Mexique, j'avais fait toute une série de peintures sur l'héritage culinaire mexicain, parce que chaque assiette, c'est une explosion de couleurs, de saveurs, acides, épicées, sucrées, salées. Et enfin, je pense que je reste vraiment à l'écoute. Je garde les yeux ouverts. J'essaie de ressentir et pour ensuite mélanger ça comme je le désire. Ouais. Donc un peu de tout. Et d'ailleurs, moi j'aime bien savoir un peu les routines de travail. Tu nous as déjà dit que tu faisais plutôt le dessin le matin, ouais. Et donc plutôt l'heure l'après-midi. Et donc du coup, tu disais que tu travaillais en musique également. Tu travailles toujours avec un fond sonore. Ouais. C'est très rare que je travaille sans fond sonore. Donc ouais, c'est ça que moi j'aime bien travailler le matin. Enfin, clairement, j'aime bien travailler quand il y a de la lumière, parce que tu travailles à la lumière du jour naturel, ou jusqu'à ce qu'il y ait plus de lumière, et dans ce cas-là, au maximum, quoi. Je pense que quand on fait, surtout que moi j'ai un traitement à la couleur qui est quand même assez particulier, donc travailler la nuit, moi c'est pas, ça m'arrive parfois de travailler jusqu'à minuit, mais en règle générale j'aime bien me réveiller tôt. Donc bon, l'hiver c'est une période qui est un peu plus traumatisante puisqu'il y a pas beaucoup de lumière, et c'est qu'à 15h il commence à faire sombre, c'est un peu triste. Oui, généralement, après moi j'ai des semaines qui sont assez différentes les unes des autres, puisque parfois je peux travailler sur une série de peintures et pendant 2 semaines, tous les matins je vais me réveiller jusqu'à parfois 20h, parfois même plus tard, peindre. Parfois, j'ai des semaines où je travaille sur un projet collaboratif, une fresque, par exemple. Donc là, je vais même pas être chez moi, je vais peut-être être dans un pays différent, et donc ça va être un quotidien différent. Ou parfois aussi, je me fais des semaines où je me balade, où je binge les expos, je binge les échanges avec, je sais pas, des collaborateurs, des amis, la famille, les conversations qui fusent. Je marche 10 ou 15 kilomètres dans la rue. Tu te remplis un peu. Je me remplis, je binge total. Ouais. Et après, je digère tout ça, je m'enferme et je peins. Ok. Et c'est vrai que la peinture toujours en musique. Parfois des podcasts, même parfois. Enfin, moi, je suis très très cinéphile, et j'ai tendance à. Enfin, j'ai plein de choses que j'adore regarder, voire re-regarder. Et puis parfois, je regarde aussi des trucs qui m'intéressent pas du tout, mais parce que j'ai envie de savoir ce que les gens regardent. Ouais. Puis j'aime bien aussi regarder des trucs et vraiment bien les critiquer. On peut toujours mieux critiquer quand on a vu. C'est ça. Et puis enfin, je sais pas si t'as déjà entendu parler du Bechdel test, qui est un test. C'est une féministe qui a inventé ce concept de savoir si un film en fait met à l'honneur des femmes, des personnages forts féminins. Okay. Et donc c'est en 3 étapes. La première, c'est est-ce qu'il y a un ou des personnages féminins. 2, est-ce que ces personnages féminins ont un prénom que l'on connaît. Et 3, est-ce que ces personnages féminins parlent ensemble d'autre chose qu'un homme. Et en fait, ce test, il passe peut-être 5% des films qui sortent. Et donc, c'est vrai que je regarde. Ça me dit quelque chose maintenant que t'en dis. L'intitulé m'a pas sauté aux yeux, mais c'est vrai que ça me dit quelque chose. Et en fait, ça n'arrive presque jamais. C'est ça. Parfois, ça m'arrive de regarder des trucs un peu bien nuls et puis de me dire ça, c'est pas bien. Mais oui, non, généralement toujours avec pas du bruit, mais quelque chose aussi qui peut m'aider à
à être dans un mode de fluidité un peu, de pas trop réfléchir à mon coup de pinceau. Oui, de laisser la spontanéité. Ouais. Un peu, ouais. J'aime bien me laisser réfléchir à un milliard de choses. Et puis, ce qui est hyper intéressant dans la peinture, c'est la trace. Et ça m'arrive parfois de regarder un tableau et de voir une section de couleurs et de me souvenir ce que j'ai entendu ou ce que j'ai vu à ce moment-là. Et la sensation que j'ai eue par rapport à cette musique ou ce film ou ce podcast. Et ça, je trouve que c'est vraiment... c'est incroyable. C'est un livre de souvenirs, du coup. Ouais. Exactement. On voit, en fait, c'est une marque du temps. On voit le temps passer et toutes les émotions qui sont accompagnées. Donc, oui, c'est super beau. Super. Et j'aime bien finir le podcast avec des petites questions un peu rigolotes, rapides. Et puis après, comme ça, tu pourras un peu parler de tes projets, ce que tu fais en ce moment, même si là, on est dans une période de pandémie. Pour les gens qui nous écoutent en 2032, c'était une période un peu compliquée pour le monde artistique, mais bon, qui laisse un peu parfois de la contrainte naît la créativité, donc on se débrouille un peu comme on peut. Mais voilà. Avec quel artiste t'aimerais dîner ? J'aurais beaucoup aimé rencontrer Niki de Saint-Phal. J'adore particulièrement tous ces premières 10-20 années. M'a beaucoup inspirée quand j'étais en école. Donc ouais, j'aurais bien aimé faire un dîner avec elle et puis boire beaucoup de vin, parce que je crois qu'elle aimait bien boire du vin et puis elle était un peu... plein de choses à dire. Je veux bien venir à ce dîner. On s'amuserait toutes les trois. Ouais. Une œuvre que tu aimerais acheter, si tu peux acheter ce que tu veux. Je vais continuer sur Niki de Saint-Phal et alors là, je ne pense pas que cette œuvre, je sais pas si elle existe encore. C'était une installation qu'elle avait réalisée en Suède en 66, il me semble, qui s'appelle Her Hon. Et en fait, c'est une sculpture d'une femme immense. Je crois que ça commence au ventre jusqu'aux pieds, les jambes écartées, et en fait, les visiteurs rentrent par le vagin, par le sexe de la femme. Et c'est vrai que j'aimerais bien que ça soit ma porte d'entrée, de l'acquérir pour que ça soit ma maison. C'est hyper stylé. Ok. Un artiste que t'aimerais entendre sur le podcast? J'aimerais bien entendre un artiste que j'ai rencontré qui s'appelle Valentin Guillon. C'est très très chouette ce qu'il fait. Il fait des choses assez géométriques et qui il me semble, parle un peu de la physicalité de terrain de jeu. Ok. Et là, je regardais son travail récemment et c'est vraiment bien ce qu'il fait. Ok, j'irai voir ça. Selon toi, les 3 qualités pour être artiste? Les 3 qualités? Ouais. Je pense rêveur, travailleur et spontané. Ce que tu préfères dans ton métier? Ce que je préfère dans mon métier, je pense c'est la surprise de chaque jour et puis peut-être 2 choses alors. Tu peux dire 2 choses. Alors. Ouais, la surprise de chaque semaine, chaque journée et le rêve, la merveille que c'est de pouvoir rêver à voix haute. Ce que tu aimes le moins dans ton métier? La constante remise en question, les incertitudes, le manque de confiance. Enfin, il faut vraiment avoir beaucoup confiance en soi. Et si tu n'étais pas artiste, qu'est-ce que tu aurais fait d'autre comme métier? Pas de la com. Non, ça c'est sûr. Quand j'étais petite, je voulais être née. Ok. Et j'ai un très très bon sens de l'odorat. D'accord. Je suis très sensible aux odeurs. Et moi, j'aurais adoré être née. Et c'est vrai que, en fait, j'ai l'impression que parfois je le suis un tout petit peu à ma manière en étant artiste, parce que ça m'arrive. En fait, je tombe amoureuse d'odeurs parfois comme si j'avais un stock d'odeurs qui est à l'intérieur de moi. Et parfois, je me balade dans la rue et je sens une de ces odeurs. Et donc souvent, je m'arrête, je demande à la personne quel est son parfum et tout. Mais c'est une combinaison tellement complexe qui sont autres que le parfum. Ouais. Et en fait, ce sentiment-là
je sais pas si tu vois ce que je veux dire, quand tu sens une odeur et t'as le cœur qui bat. Ouais. Et ça te fait penser à un milliard de choses de l'enfance, d'une nostalgie d'un truc qui n'existe plus mais qui est encore palpable. Tu vois, j'essaie parfois de faire ça avec mes peintures, de décrire ce sentiment-là. Mais nez, j'aurais absolument adoré de passer mon temps à sentir un milliard de choses. Je suis assez sensible aussi. C'est pas toujours un avantage d'ailleurs. Je suis très sensible moi aussi. C'est le prix à payer. Hein. Oui, c'est le prix à payer. Et c'est vrai que c'est un métier que je trouve passionnant. Et puis c'est souvent après le résultat de. Enfin, je suis très sensible au parfum et je vois ce que tu veux dire. Ouais. C'est beaucoup de souvenirs. Moi, j'ai vraiment l'image de ma mère qui vient me dire bonjour le matin et qui part tôt au travail, et j'ai son odeur, elle portait champagne de Yves Saint Laurent. D'accord. Et c'est vrai que c'est un truc, il sentait fort Yves Saint Laurent, c'est voilà, mais c'est vrai que c'est un truc que tu te dis mais c'est toute ma vie, je l'ai dans ma c'est incroyable l'odorat. C'est quelque chose, là on en parle beaucoup justement en ce moment parce qu'il y a des gens qui le perdent. Ouais, c'est vrai. Et en fait on se rend compte à quel point c'est précieux. Ouais, pour moi l'odorat est plus important que le goût. Enfin les deux sont un peu liés. Mais je vois ce que tu veux dire. Ouais. Ok. Là, j'aimerais bien que tu nous dises un peu tes futurs projets, moyen, long terme, vu que là, on est dans une période un peu d'incertitude. Et puis aussi, là où on peut te retrouver, ton site, voilà, etc., pour que les gens ils aillent jeter un coup d'œil. Oui. Là, c'est vrai que des rencontres publiques, avec le public pour les prochains mois, c'est un peu on hold. Après moi j'ai pas mal de choses qui s'organisent pour plutôt des gros projets de fresques. Je peux pas non plus trop en parler. Mais ça sera pas forcément. Il y a une collaboration là que j'ai entamée avec la mairie de Saint-Ouen pour aider la mairie à créer vraiment un parcours de street art. Donc ça, c'est un projet très très excitant. Et c'est exactement une des directions avec le public qui m'intéresse fortement. Trop cool. Après, il y a d'autres projets en privé qui vont arriver cet été et qui sont vraiment très excitants. Là, je vais bientôt partir en résidence aussi au Maroc, normalement avec une amie pour peindre la ville. Trop bien. Tu vas où à côté d'Agadir. Ok. Et donc voilà, plein de choses plutôt en création et de la préparation de projets à grande échelle. Trop cool. Oui, parce qu'en privé, ça c'est un truc qu'on peut dire quand même aux auditeurs, c'est que tu fais aussi des fresques dans des maisons privées, des choses comme ça. Oui, ouais. Ça m'est jamais arrivé de faire ça dans une maison. C'est plus pour des marques. Ok. Pour des marques. Tu vois, ça à l'extérieur ou dans ce cas-là dans leurs locaux. Ok. Ouais, ou des lieux par exemple à Paris, j'avais fait une fresque pour le backstage du pop-up du label qui est dans le 12e, qui est super chouette. Bon, c'est que les artistes, j'adore en plus parce que les artistes ils vont quand ils se préparent, et il y a l'excitation, il y a la peur, et là il y a toutes les petites couleurs hyper chill. Et donc ça c'est cool. Il y en a aussi une qui est dans l'escalier. Mais et puis oui, pour me retrouver, mon site internet et mon Instagram, c'est mon nom, Caroline Dervaux, avec un EAUX. Parce qu'il y a souvent des erreurs. Mais ouais, Instagram et site internet. Et voilà. Faut pas du tout hésiter à m'envoyer un message et à me contacter. Super. Et je veux bien, pour les Parisiens qui nous écoutent, est-ce qu'il y a des endroits, parce que là, tu as parlé du pop-up du label, où on peut voir des choses que tu as faites dans la région parisienne, ou s'il y a des curieux qui ont envie de se balader, ou alors faudra être un peu patient et de se balader à Saint-Ouen. Il y avait des choses, et puis elles ont été recouvertes, donc des choses qui n'étaient pas forcément, qui étaient donc dans la rue, qui se voyaient, et donc qui faisaient partie de ce qu'on appelle le vandal. Donc qui ont été recouvertes depuis. Non, là, ça sera que dans des choses, à l'intérieur, donc le public pourra pas forcément le voir, mais j'espère très très prochainement à Saint-Ouen. À Saint-Ouen, on pourra se balader. Ouais. Ok. Voilà. Super, merci beaucoup en tout cas. Merci, c'était super. Merci. Si vous aimez le podcast et que vous souhaitez qu'il continue, pensez bien à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou à commenter sur votre plateforme de podcast préférée. Merci à vous pour votre écoute et votre fidélité. Pour suivre les actualités des artistes et du podcast, rendez-vous tous les jours sur Instagram. Je partage chaque jour un peu de beauté pour égayer votre journée. À très vite sur Studio Visite.